Nous allons poursuivre notre travail pratique 1 à la seconde étape qui consistera à configurer le routage statique. La configuration du routage statique va passer par plusieurs étapes, par plusieurs phases. La première phase consistera déjà à ajouter le rôle de routage et accès distant sur les deux serveurs, le serveur membre et le DC. Donc, comme on avait vu à travers le schéma, le DC et le serveur membre sont les deux serveurs qui seront utilisés. Euh, L'un, pour le serveur membre, celui-ci nous permettra de pouvoir aller sur Internet, permettra au client 2, 1 et au DC d'aller sur Internet. Le DC, quant à lui, servira entre autres au client 1, au client 2, au fait au client 1 et au client 2 de pouvoir communiquer, y compris même le serveur membre. Donc, ça permettra aux trois autres machines-là, le serveur membre, le client 1 et le client 2, de pouvoir communiquer. Donc, sans plus tarder, nous allons commencer par la première phase. La première phase qui consiste à ajouter le rôle de routage et accès distant sur les deux serveurs. Donc, je m'en vais d'abord sur le DC. Nous avons le tableau de bord ici. À travers le tableau de bord qui est dans le gestionnaire de serveur. Le gestionnaire de serveur, à titre de rappel, qui est accessible à travers le bouton démarrer. Quand je clique sur démarrer, nous voyons le gestionnaire de serveur ici. Donc, il suffira simplement de cliquer sur ajouter des rôles et des fonctionnalités où je peux encore accéder à ce lien toujours le, via le menu gérer et à l'intérieur du menu gérer, nous avons ajouté des rôles et fonctionnalités. Je clique sur ajouter des rôles et fonctionnalités. Et là, j'ai cet assistant qui va me permettre de pouvoir mettre en œuvre le rôle accès à distance. Le rôle accès à distance qui intègre également le routage. Donc, je vais cliquer sur suivant. L'installation basée sur un rôle ou une fonctionnalité, je vais laisser ce choix par défaut. Je clique sur suivant. Et le DC, qui est mon serveur, a été sélectionné déjà par défaut. Je clique à nouveau sur suivant. Et là, je vais cocher la première case, accès à distance, qui va me permettre donc de pouvoir mettre en œuvre le routage statique. Je clique sur suivant. Et là, je vais laisser les fonctionnalités telles qu'elles sont. Je n'ajoute aucune fonctionnalité sur cette fenêtre ici. Je clique sur suivant. Je clique à nouveau sur suivant. Et là, je vais cocher la case routage qui va naturellement, après ajout des fonctionnalités, cocher également de façon automatique cette case Direct Access et VPN. Donc, je coche la case ici, routage, et j'ajoute les fonctionnalités nécessaires. Et là, on constate que Direct Access et VPN a été également coché. Je clique sur suivant, suivant à nouveau. Et là, je vais laisser les services par défaut. Je n'ajoute aucun service. Je clique sur suivant et je lance l'installation. Le processus va s'enclencher dans quelques secondes. Je vais effectuer la même opération sur le serveur membre. Je m'en vais sur le serveur membre. Je clique sur ajouter des rôles et des fonctionnalités. Je clique sur suivant, suivant, suivant. Je coche la case accès à distance. Là, je fais suivant, suivant, suivant. Je coche la case routage. OK. Suivant, suivant, suivant. Et je lance l'installation. L'installation va démarrer dans quelques secondes aussi. On peut voir que sur le DC déjà, l'installation a commencé avec la barre de progression. Donc, sur le serveur membre également, d'un moment à l'autre, l'installation va commencer. Donc, le temps que l'installation évolue jusqu'à la fin, je vais mettre une pause à la vidéo et revenir juste à la fin. Rendu à ce stade, l'installation du rôle accès à distance est effective sur le DC et également sur le serveur membre. Donc actuellement, ce que nous allons faire, c'est déjà de tester la connectivité. Si je reviens sur notre topologie, sur notre architecture, on a le client de ce côté, le client 2 et le client 1 en 200.10 pour le client 2. Quand on regarde bien, si logiquement, si nous n'avons pas la fonction de routage en place, le client 2 ne pourra pas communiquer avec le client 1 puisque le DC ne saura pas comment transférer les paquets du client 2 vers le client 1 et vice-versa.
pareil aussi si le serveur membre veut communiquer avec le client 2. C'est pour cette raison que nous allons mettre en place dans cette fonction de routage. Parce que là, actuellement, si je m'amuse à effectuer, par exemple, un ping, je suis sur le serveur membre, donc là, je vais pinguer euh, le client. Là, je vais pinguer le client 2 qui est en 200.10, donc l'IP différent du réseau du serveur membre, 192.168.200.10. Donc, je vais lancer un ping continu. Là, je me rends compte que ça ne passe pas. Maintenant, si le client 1 a en son tour, je vais annuler ça. J'avais lancé un ping continu entre-temps. Je vais l'annuler. Voilà, CLS. Si je fais du client 1 vers le client 2, je fais un ping continu vers le client 2, 192.168.200.10. Là également, le ping ne passe pas. Bon, c'est mieux de lancer un ping continu pour voir les changements qui vont s'opérer bien après la mise en place de la fonction de routage. Le client 2, de son côté, si... Non, nous avons parlé, nous sommes sur le client 1. Le client 1, j'ai lancé le ping vers le client 2. Bon, je vais juxtaposer les fenêtres comme ceci pour pouvoir ouvrir une autre fenêtre PowerShell et effectuer par la même occasion un ping, puisque j'ai fait le ping d'abord du client 1 vers le client 2, je fais aussi un ping. Non, non, pour le client, le serveur membre, logiquement, ça doit passer puisqu'ils sont dans le même réseau. Je peux même essayer. Si je fais un ping vers le serveur membre en 192.168.100.2, là, le ping passe. Pas de problème là-bas. Donc, le client 2 vers le serveur membre, c'est ce qu'on a lancé. Est-ce qu'on a déjà lancé ça? Non, j'ai lancé plutôt le serveur membre vers le client. Donc, l'inverse, c'est la même chose. Ça renvoie la même chose. Bon, je vais lancer plutôt le client 2 ici. Je ferme ça. Je vais faire un CTRL-C ici. CLS pour ramener l'écran vers le haut. Je suis sur le client 2. Là, je vais, étant sur le client 2, je vais faire cette fois-ci un ping vers le serveur membre. Donc, l'inverse de ce qui a été fait sur le serveur membre. Bon, c'est vrai que je pouvais annuler ce qui est sur le serveur membre. Ouais. 192.168.100.2 est en ping continu, espace -T. Donc, ce qu'on constate, c'est qu'aucune machine ne communique avec l'autre actuellement, excepté les machines qui sont dans le même réseau. Donc là, si je prends le client 1, il va communiquer normalement avec le serveur membre, comme on l'a fait tout à l'heure. Le client 1 va aussi communiquer avec l'interface du DC, c'est-à-dire la 100.1. Le client 2, par contre, ne peut pas communiquer avec le client 1. Le client 2 ne peut pas communiquer avec le serveur membre. Le client 1 ne peut pas communiquer avec le client 2. Le serveur membre, pareil, ne peut pas communiquer avec le client 2. Alors, ce qu'il va donc falloir faire maintenant, c'est de mettre en œuvre le routage. Donc, on a déjà installé à travers le rôle accès à distance. Je peux fermer cette fenêtre et je vais simplement venir dans le menu outils ici, sélectionner l'élément routage et accès distant. C'est ici qu'on va pouvoir configurer le routage réseau. Donc, j'ai cette fenêtre ici qui apparaît. Je vais un tout petit peu zoomer, même augmenter la résolution d'écran pour que ce soit encore un peu plus visible. Parce que là, c'est un peu plus... là, je suis à 125. Non, là, ça va. On va laisser ça ainsi. Je vais épingler ceci à la barre de tâches. Qu'est-ce que je fais? J'ai le nom de mon serveur ici, DC. Je l'avais renommé précédemment dans les étapes antérieures. Je vais faire un bouton droit dessus, un clic droit, et je choisis configurer et activer le routage et l'accès à distance. Je clique là. J'ai cet assistant qui va me permettre donc de configurer le routage réseau. Je clique sur suivant. Et là, dans cette fenêtre qui apparaît, j'ai tout un ensemble d'éléments que je peux sélectionner. J'ai le VPN, j'ai le NAT, j'ai le VPN et le NAT, mais ce n'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce que je cherche spécifiquement, c'est le routage et le routage réseau. Donc, je vais choisir configuration personnalisée, cliquer sur suivant. Et là, j'ai ici routage réseau. C'est cette fonction-ci que je veux mettre en œuvre. Le reste ne m'intéresse pas dans le cadre de cette démonstration. Je clique sur suivant et terminé. Donc là, il y a une fenêtre qui m'indique que il va falloir autoriser sur le pare-feu Windows le service d'accès à distance pour pouvoir
prendre en compte le VPN. Bon, nous ne sommes pas dans la logique de mettre en œuvre le VPN, donc ça ne nous intéresse pas. Je clique simplement sur OK et terminer. J'attends quelques secondes, j'aurai un nouvel assistant qui va apparaître pour pouvoir effectivement démarrer le service de routage. Voilà, je clique sur démarrer le service et là le service est en train de démarrer. Je vais patienter quelques instants. Voilà, le service est en plein démarrage. Voilà, une fois démarré, je peux voir même déjà que ici le symbole graphique, le voyant est quitté du rouge au vert. Donc je vais dérouler cette arborescence et encore dérouler IPv4 parce que c'est la configuration en IP version 4 qui m'intéresse ici. Bon, déjà, comme j'ai activé la fonction de routage, ça veut dire que logiquement, le client 2 peut déjà communiquer avec le client 1. Si je m'en vais vérifier à travers les pings que j'avais lancés, donc là, je constate ici déjà que le client 1 communique avec le client 2. Le client 2 est en 200.10 et le client 2 ne peut pas encore communiquer. Le client 2 ici ne peut pas communiquer avec le serveur membre puisqu'on n'a pas encore... attends, je vais revérifier. C'est quel IP qu'on a lancé ici? Il faut se rassurer. La 10.2. Donc, si je viens sur la 10.2, c'est le serveur membre. Le client 2, pour le moment, ne communique pas encore avec le serveur membre. Logiquement, il devrait. On va vérifier pourquoi. Parce que normalement, le DC, puisque le client 2 a pour passerelle la carte réseau VMnet 2 du DC, qui lui permet donc de pouvoir transférer les paquets émis par le client 2 vers le serveur membre à travers sa fonction de routage qui a été déjà activée. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais venir déjà aussi sur le serveur membre, activer cette fonction-là. Certes, ce n'est pas le serveur membre qui va, c'est pas l'activation sur le serveur membre qui va changer quelque grande chose, étant donné que le serveur membre ici n'a pas de, disons, n'aura pas à router les paquets. Puisque si le client 1 veut communiquer avec le client 2, ça passe par le DC. Si le client 2 veut communiquer avec le client 1, ça passe par le DC. Le client 2 veut communiquer avec le serveur membre, ça passe également par le DC. Mais si on avait par exemple d'autres postes à l'arrière ici qui étaient connectés sur le serveur membre, la fonction de routage ici aurait servi à quelque chose. Mais bon, on va tout de même activer cela sur le serveur membre puisqu'on l'a installé. Mais c'est vrai que l'installation ici va nous servir aussi à autre chose. Je peux fermer cette fenêtre, aller dans le menu outils. Je choisis routage et accès distant. Dans cette console qui est encore désactivée, je vais faire un bouton droit et cliquer sur configurer et activer le routage et l'accès à distance. Je clique sur suivant. Je m'en vais sur configuration personnalisée, suivant. Et je coche ici routage réseau comme je l'ai fait sur le DC. Je clique sur terminer. J'ai cette même fenêtre ici relative au VPN. Bon, ça ne nous intéresse pas. Il est question ici de pouvoir autoriser le service d'accès à distance sur le pare-feu de Windows. Donc, on va ignorer cette fenêtre et on va cliquer sur terminer et attendre quelques instants le temps que le service, le temps que cette nouvelle fenêtre apparaisse. Le service routage et accès à distance est prêt. Donc, je vais démarrer le service. Donc, le service est en cours de démarrage. On va patienter quelques secondes également. Voilà, donc on a terminé avec l'activation, le démarrage de ce service-là sur notre serveur membre. On peut dérouler l'arborescence. Bon, c'est pour IPv4 qui nous intéresse ici. Bon, est-ce que côté communication, il y a déjà changement? Jusqu'ici, il n'y a pas changement. Là, c'est à proprement parler, on va voir, on va analyser ce qui suscite cette anomalie. Logiquement, le serveur, comme je l'ai dit tantôt, le serveur membre devrait communiquer avec le client 2 passant par le DC. Donc, on va voir, on va analyser. On sait très bien il faut déjà dans un premier temps qu'on se rassure que sur le serveur membre, on a inscrit dans ses paramètres TCP/IP version 4 l'adresse IP de l'interface VMnet 1 de notre DC comme étant sa passerelle. Parce que si le serveur membre veut communiquer avec un réseau autre que celui de son réseau en 100.0, il doit passer automatiquement par le DC qui connaît également le réseau 200.0 en fait. Si le serveur membre veut communiquer avec ce réseau-là, la 200.0, il va passer par la 100.1. Donc, on va vérifier est-ce qu'on a bien renseigné la passerelle 100.1 sur notre serveur membre. Ça, c'est la première vérification.
Donc, je m'en vais dans les connexions réseau. Je peux faire simplement notre raccourci là, ncpa.cpl. ncpa.cpl. Voilà, j'ai cette icône qui apparaît. Je clique dessus. Et j'ai ici VMnet1. Je vérifie. Je peux aller directement dans statut, détail. Je vois que la passerelle, bon, ça n'apparaît pas ici. Passerelle par défaut IPv4. Et si je m'en vais plutôt dans les propriétés, là, je n'ai pas de passerelle. Donc, je vais renseigner 192.168.100.1 et je valide. Normalement, après avoir validé cela, je devrais pouvoir constater le changement. Si je viens sur le client 2, jusque-là, pas de changement. Pas de changement. On va continuer les investigations. Ce qu'on va faire maintenant, on va essayer d'analyser l'itinéraire des paquets dès lors qu'on lance la... Bon, je vais prendre plutôt je vais prendre le serveur membre vers le client 2. Pareil, ça ne communique pas. En fait, c'est l'inverse, hein, c'est la même chose. Je vais faire une analyse de l'itinéraire des paquets à travers la commande Crashroute pour voir quel est le chemin qu'empruntent les paquets lorsque je lance le ping du serveur membre vers le client 2. Quel est l'itinéraire qui est pris quel itinéraire, par quelle interface ces paquets-là transitent pour arriver vers le client 2. On va diagnostiquer cela à travers la commande Traceroute. Donc, je vais ouvrir une autre fenêtre de PowerShell ici pour continuer, euh, pour avoir toujours la vue sur ce ping continu que j'ai lancé. Je préfère également zoomer ici. Je laisse à 24. Voilà. Donc là, je fais trace7 pour traceroute vers l'adresse IP 192.168.200.10 qui est l'adresse IP de notre client 2 ici. OK. On va patienter quelques instants. Logiquement, le premier saut devrait être la passerelle par défaut de notre serveur membre qui est la 192.168.100.1. On va le vérifier. Donc, je reviens là. On va attendre quelques instants, le temps que l'assistant, le temps que l'itinéraire des différents paquets puisse être indiqué. Donc là, voilà. Le premier saut, c'est la 10.0.0.1 qui n'est pas une IP de notre architecture. Donc, on ne voit aucune IP ici, aucun périphérique qui a l'adresse IP en 10.0.0.1. Donc là, par la suite, on constate délai d'attente dépassé, de la demande dépassée, qui veut simplement dire que la 10.0.0.1, cette adresse-là, en fait, ne connaît plus quel est le prochain chemin vers, quel est le prochain équipement vers lequel envoyer ces paquets-là. Maintenant, on va faire une vérification. On avait ajouté une deuxième carte réseau sur notre serveur membre qui, cette carte-là était connectée à Internet. On va visualiser quels sont les IP qui ont été alloués parce que notre carte réseau Internet ici, on l'avait laissé en dynamique. On n'avait pas fixé une adresse IP. On va vérifier qu'est-ce qu'on a ici. Donc là, je vois la passerelle par défaut de cette carte-là est en 10.0.0.1. Donc, ça c'est, je vois aussi serveur DHCP IPv4 10.0.0.1. En fait, ce qui se passe, c'est que la carte réseau, la seconde carte réseau de notre serveur membre, qui est configurée en bridge dans mon cas ici, c'est pareil même si on le met en NAT, hein. Cette carte réseau-là est connectée, a reçu une adresse IP de l'interface
d'une des interfaces de la box de notre fournisseur d'accès Internet. La box de notre fournisseur d'accès à Internet a deux interfaces. Une interface qui est reliée à Internet et une autre interface qui est reliée au réseau local, c'est-à-dire à notre petit réseau là. Si je viens un peu sur cette topologie. Donc, entre Internet ici, il y a une box. Mais maintenant, entre la box et ce serveur membre, il y a un petit réseau local ici. Et la box ici a cette interface-là qui est directement l'interface, en fait, c'est cette box-ci qui a une IP privée. Ça peut être une IP privée de classe A, de classe B ou de classe C. Mais dans notre cas ici, c'est une IP de classe A. Étant donné que cette box a une IP de classe A dans notre cas et a également la fonction de DHCP en actif, la fonction de DHCP active, cette fonction-là va donc permettre à notre interface à l'interface de la box de notre routeur, du routeur de notre fournisseur d'accès Internet, d'attribuer une IP à notre serveur membre. Dans notre cas ici, l'IP que notre serveur membre a reçu, c'est la 10.0.0.46. Donc, qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes? Notre interface ici a pour IP 10.0.0.46 et entre cette interface et Internet, il y a une box ici. Normalement, il y a une box là. Et cette box-là est la passerelle maintenant pour pour tous les paquets que ce serveur membre reçoit vers Internet. Donc, ça passe par la 10.0.0.1. Maintenant, ce qui se passe, c'est qu'on a envoyé des paquets vers le client 2, mais comme on n'a pas spécifié une route, ce qui se passe, c'est que c'est cette passerelle-là, disons, c'est cette seconde carte réseau-là qui a pris en charge la requête et ne sait donc plus vers quel réseau acheminer les paquets, puisque les paquets étaient destinés au client 2. Donc, ce qu'il va donc falloir faire, soit on désactive cette carte Internet. Si on désactive la carte Internet, la communication entre le serveur membre et le client 2 sera effective. On va essayer cette manipulation. Admettons que je désactive cette carte-ci pour que la VMnet 1 qui a initié la requête envoie ces paquets-là plutôt vers sa passerelle, vers la passerelle qui est la VMnet 1 du DC. Donc, je vais désactiver la carte. Je désactive la carte réseau qui mène à Internet. Ce qu'on va constater ici, c'est que là, il y a immédiatement un changement. Ça veut dire que les paquets, dorénavant, ont été acheminés vers la passerelle qui est le DC, en quelque sorte, vers l'adresse IP du DC, de l'interface VMnet 1 de notre DC. Et comme le DC connaît le réseau 200.0, il a acheminé directement au client 2. Donc, c'est la même chose si on peut vérifier le client 2. On avait lancé les pings continus si ça passe à l'inverse. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Là, vous avez constaté que finalement, il a trouvé la destination. Bon, je vais relancer encore la commande traceroute. Là, ça ne prendra même pas trop de temps. Ça va passer d'abord par, voilà, on a le résultat quasi instantané. Ça passe d'abord par la 100.1 qui est l'interface VMnet 1 du DC. Ensuite, la 100.1 va via le processus de routage qui est mis en place ici, router les paquets vers le client 2. Donc, à vrai dire, nous n'allons pas dans notre cas ici nous contenter de désactiver cette carte Internet parce que cette carte-ci n'a pas été ajoutée de manière hasardeuse, de manière fortuite. Elle a un rôle bien spécifique. Donc nous allons devoir la réactiver. Mais en la réactivant, ce qu'il va falloir faire maintenant, c'est qu'il va falloir créer une route statique pour indiquer que dès lors que notre, notre serveur membre reçoit des paquets qui sont des paquets sur son interface VNet 1, ces paquets-là doivent être acheminés à la passerelle, à sa passerelle par défaut qui est l'adresse IP du DC, à savoir la 192.168.100.1 et non l'adresse IP de l'interface qui est
relié à la box de notre FAI. Donc, qu'est-ce que je vais donc faire? Je vais venir sur le serveur membre ici. On va créer donc une route statique. Donc, je vais un tout petit peu agrandir cette fenêtre. Donc, notre route est notre route concerne ici le protocole IP version 4. Donc, itinéraire statique, comme on peut voir là, je fais un clic droit et je clique sur Nouvelle itinéraire statique. Donc, l'interface qui est concernée ici, c'est VMnet 1. On veut décrire que chaque fois que VMnet 1 reçoit des paquets en destination de 192.168.200.0, avec le masque par défaut en 255.255.255.0, qu'est-ce qu'il va faire? Dès qu'il reçoit des paquets en destination de cette IP, de ce réseau, il va transférer ces paquets-là à l'interface VMnet 1 de notre DC. On va le renseigner explicitement. Donc, c'est 192.168.200.1. Dès que je vais valider cette règle-là, on doit voir logiquement le changement qui va s'opérer ici. La communication va passer instantanément. Je clique sur OK et là je reviens. Là, on peut voir déjà que la communication a été rétablie. Pareil avec le client 2. Donc, c'est l'importance d'avoir donc ce routage statique. Bon, pour le DC, on pouvait également inscrire des règles, mais ce n'est pas trop nécessaire étant donné que le DC connaît déjà où acheminer des paquets qui viennent sur l'interface VMnet 1 et il connaît où acheminer les paquets qui viennent vers l'interface VMnet 2. Bon, dans ce cas-ci, c'est simplement que les paquets ont été transférés plutôt à l'interface NAT. Il a fallu donc qu'on mette en place le routage statique. Mais on va le faire aussi pour le DC. Sur le DC, si on va dire par exemple que dès qu'on reçoit un paquet en destination, un paquet qui va sur le réseau 100.1, quittant du réseau 200, ce paquet-là doit être agressé à l'interface 200.1. On va aussi renseigner ces routes statiques-là. Donc, je viens sur IP version 4, nouvelle interface, c'est nouvelle itinéraire statique. Je prends d'abord la VMnet 1. Donc, la VMnet 1, c'est cette carte-ci. Si on veut communiquer avec un réseau qui est la 200.0, on va classiquement passer par cette interface-ci. Donc, si on a un poste de travail qui est situé là et qui veut communiquer avec un réseau, sur ce réseau-ci, 200.0, il va passer systématiquement par la 100.1. C'est ce qu'on va renseigner ici. Donc, 192.168.200.0 avec le masque par défaut en 3x255. Donc là, ça va passer par la 192.168.100.1. Là, je valide. Pour la valeur de la métrique, on peut la modifier. La valeur de la métrique ici va simplement nous donner de prioriser en quelque sorte une route par rapport à d'autres routes existantes, si jamais on avait d'autres routes, sachant que plus la valeur de la métrique est faible, plus la route est prioritaire. Bon, on va d'abord laisser ainsi, je clique sur OK. Les routes statiques ont pour valeur, par défaut, la valeur de la métrique des routes statiques, comme sur d'autres équipements, ont une valeur de 1. La valeur de la métrique des routes statiques est de 1 par défaut. Donc, ça, c'est la première route sur l'interface VMnet 1, sur cette interface. Maintenant, si on veut aller sur le réseau 100.0 passant par l'interface VMnet 2, qu'est-ce qu'on va avoir? Donc, je vais inscrire cette route-là également. Je vais faire directement un bouton droit ici, nouvelle itinéraire statique. Je m'en vais cette fois-ci sur la carte VMnet 2. La VMnet 2, c'est cette carte-ci qui va nous conduire vers le réseau en 100.0. Donc, je vais renseigner là 192.168.100.0 avec le masque en 3x255. Il va donc falloir passer par quoi? Par la passerelle en 192.168.200.1. Je vérifie que c'est bien ça. Oui, il faut passer par cette passerelle ici pour arriver au réseau 100.0.
Donc là, je vais également valider. OK. Donc voilà ce qu'il en est de la mise en place, de la mise en œuvre des routes statiques. À partir de là maintenant, tous nos postes peuvent communiquer entre eux. Comme on l'a dit ici, l'objectif de cette étape 2 était d'ajouter les routes statiques dans les deux routeurs pour la communication entre les trois réseaux. Ça a été fait. Maintenant, en troisième tâche, il va falloir afficher et expliquer les tables de routage dans les deux routeurs. Donc, je reviens d'abord sur le DC. Donc, on va commencer par le DC pour pouvoir expliquer les différentes les tables de routage comme on l'a dit dans les deux routeurs. On commence par le DC. Nous avons ici itinéraire statique. Je vais faire un clic droit et je clique ici sur afficher la table de routage IP. OK. Là, je peux agrandir pour avoir une vision plus étendue. Voilà. Donc, nous avons plusieurs tables qui apparaissent, comme on peut le voir. La première ligne ici, nous avons destination 127.0.0.0, le masque de 255.0.0.0, la passerelle 127.0.0.1 et l'interface bouclage, c'est marqué la bouclage avec la métrique 76. Alors, qu'est-ce qu'il s'agit concrètement? Cette ligne, en fait, concerne l'adresse de bouclage, qu'on appelle aussi adresse de loopback. Loopback. Donc, c'est l'adresse 127.0.0.0 fait partie de la plage d'adresses réservée à cet effet. Si vous constatez même dans le plan d'adressage IP, euh, les adresses de 127.0.0.0 ne sont pas attribuables à une machine. Donc, ces adresses sont utilisées comme adresses de loopback. Donc, l'usage de ces adresses, en fait, permet à un périphérique de communiquer avec lui-même. Donc, souvent pour des tests ou pour vérifier que le système fonctionne correctement sans quitter la machine. On va donc très souvent faire recours à cette adresse. Donc, le masque, on a défini le masque ici en 255.0.0.0. Ce masque-là indique que l'adresse de bouclage couvre toute la plage en 127.0.0.0. Donc, le masque spécifie que tous les bits de l'adresse commencent par 127. Commençant par 127 sont considérés comme faisant partie de ce sous-réseau. Donc, la passerelle 127.0.0.1, cette passerelle-ci, c'est l'adresse de bouclage de la machine elle-même. Donc, c'est l'adresse de la machine elle-même. Puisque c'est une adresse qui appartient au réseau 127.0.0.0. Donc, cela signifie que tout le trafic qui est destiné à l'adresse 127.0.0.0 est envoyé vers la passerelle qui est à 127.0.0.1, soit vers soit vers le même périphérique, quoi. Donc, en fait, quand on parle de bouclage ici, ça signifie que l'interface utilisée pour ce type de communication est l'interface de bouclage, également appelée loopback. Donc, la métrique ici, c'est 76, qui indique que cette route a une priorité relativement élevée par rapport aux autres routes qui ont une métrique à 331, 281. Voilà. Donc, moins la métrique est élevée, plus la route est prioritaire. Donc, pour donc conclure, c'est une entrée dans la table. Cette entrée dans la table de routage permet en fait à la machine, c'est-à-dire le serveur membre, de pouvoir communiquer avec elle-même. C'est une fonctionnalité qui est utilisée généralement pour des tests, pour tester la communication en interne sans avoir besoin de sortir du périphérique. La deuxième ligne, là, la destination, c'est 127.0.0.1. Bon, c'est encore l'adresse de bouclage, la 127.0.0.1, qui est utilisée par la machine pour communiquer avec elle-même. Donc, ici, c'est simplement pour les tests, comme on vu précédemment. Mais la seule différence, que la destination ici, c'est spécifiquement
l'adresse de la machine elle-même. Donc, ça n'englobe pas tout le réseau en 127.0.0.0. Maintenant, on a la troisième ligne ici. La destination, c'est 192.168.100.0 avec le masque de réseau en 3 fois 255.0. Donc, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ici, comme on peut constater, donc ça c'est une route que nous avons inscrite manuellement pour dire que étant sur la VMnet 2 de notre DC, donc je reviens sur le schéma ici, si on est sur la VMnet 2 de notre DC, voilà, ça c'est la destination. Voilà, si on est sur la VMnet 2 de notre DC, c'est l'interface, pardon, et qu'on veut aller sur le réseau 100.0, le réseau 100.0 avec pour masque 3 fois 255.0, on va passer par la passerelle qui est en 200.1. Comme on peut le voir ici, la passerelle est en 200.1. Donc, si on va aller vers ce réseau, on va passer par cette passerelle. C'est en quelque sorte la route statique que nous avions inscrit ici manuellement. Avec la métrique, nous avons laissé la valeur par défaut à 281, mais on peut la modifier. C'est même mentionné ici protocole statique sans connexion à la demande. Donc, nous avons la quatrième route en 192.168.100.0 également. Cette route-là, on peut voir avec le masque en 4 fois, non, en 3 fois 255.0. Et nous avons ici, sur cette route, la passerelle. La passerelle pour cette route-ci est la VMnet 1. Pardon, sur l'interface VMnet 1, la passerelle, c'est la 000. Donc, en fait, la passerelle en 000 signifie simplement que les paquets, en fait, quand on a la passerelle en 000, donc ici, la passerelle en 000 indique simplement que tous les paquets qui sont envoyés à la destination 192.168.100.0, tous ces paquets-là sont directement envoyés à l'interface VMnet 1. Donc, directement à l'interface VMnet 1. Donc, on n'a pas besoin ici de passerelle, comme on peut le voir si je reviens sur le schéma ici. Donc, voici notre DC. Tous les paquets qui vont aller dans le réseau 100.0 vont être envoyés à l'interface VMnet 1. Donc, on n'a pas besoin de passerelle ici, étant donné que nous sommes sur le DC. C'est ce que cela veut dire. Le 000 indique simplement qu'on n'a pas besoin de passerelle. Donc, si on évolue encore, on a ici 142.168.100.1. Donc, avec le masque en 4 fois 255, cela indique simplement que tous les paquets qui vont être envoyés dans la destination de l'interface 100.1, qui est l'interface du DC lui-même, seront envoyés à cette même adresse. Donc, c'est en quelque sorte à ce niveau-ci. Donc, la ligne-ci est simplement, en fait, il s'agit d'une diffusion simplement locale au réseau, sans passer par une passerelle externe. Donc, c'est ça pour cette ligne-là. Donc, nous avons pareil avec la ligne, cette ligne-ci. On n'a pas besoin de passerelle également. Directement, c'est sur l'interface VMnet 1 que les paquets en destination de 192.168.100.255 sont envoyés. Maintenant, si on prend cette ligne-ci,
Pour arriver à la destination 192.168.200.0, on doit passer par la passerelle 100.1 de, qui est l'interface VMnet 1. On peut le voir ici. Donc, si on veut aller vers le réseau 200.0, on va passer par la VMnet 1. Donc, si on quitte de là pour arriver à ce réseau, on passe par cette interface. C'est ce que ça traduit cette ligne-là. Nous avons la ligne ci également, la 200.0. Donc, si on veut, là, pour la 200.0, la 200.0 ici n'a pas de passerelle. C'est sur l'interface VMnet 2. Donc, on va voir ça sur la topologie. Donc, on va regarder ça sur la topologie. On est à ce niveau. La 192.168.200.0 pour arriver à cette destination. On n'a pas besoin de passerelle. C'est directement via l'interface VMnet 2. Donc, je viens ici sur le schéma. La 200.0, c'est cette partie du réseau. Donc, si on veut arriver à ce réseau-là, naturellement, on passe par la VMnet 2. Il n'y a pas une passerelle quelconque pour arriver à, comme par exemple arriver au client 2, on n'a plus besoin de passerelle. La passerelle, disons, c'est l'interface VMnet 2 qui sera utilisée pour pouvoir accéder à ce réseau-là. Là, maintenant, on a la 200.1, c'est pareil, on passe par la VMnet 2. La 200.1, en fait, c'est l'interface VMnet 2 de notre DC. Donc, en quelque sorte, c'est comme pour arriver pour communiquer avec lui-même. Donc, c'est une communication locale. Ça passe par la VMnet 2. Nous avons la 200.255. Donc, ça, c'est le broadcast qui est émis par l'interface. Là, c'est en quelque sorte la diffusion, le broadcast pour le réseau 192.168.100.255 avec le masque en 4x255. Donc, la passerelle est 000. Donc, il s'agit toujours là d'une diffusion locale au réseau sans passer par de passerelle externe. Les paquets envoyés à 192.168.100.255 seront envoyés à tous les autres de ce sous-réseau via la VMnet ici, via la VMnet 2. Via la VMnet 2. Donc, dans le cas qu'on avait précédemment ici, tous les paquets seront envoyés à tous les autres réseaux, tous les autres de ce réseau via la VMnet 1. On a maintenant deux dernières lignes là. La 224.0.0.0, c'est une destination. Cette destination-là, avec son masque en 240.0.0.0, en fait, cela représente un réseau multicast. L'adresse 224.0.0.0 est souvent utilisée pour les paquets envoyés à plusieurs au-dessus du réseau. Donc, le masque 224.0.0.0 indique que les adresses dans cette plage sont traitées comme des adresses multicast. La passerelle est encore 000 ici, ce qui signifie qu'il n'y a pas de redirection nécessaire et l'interface VMnet 1 est donc utilisée. Maintenant, la dernière ligne avec pour destination 4x255 et le masque en 4x255, la passerelle 000. En fait, cette entrée correspond à l'adresse de diffusion limitée, le broadcast. Donc, elle est utilisée pour envoyer un paquet à tous les autres du réseau local, mais non spécifique à un sous-réseau. La passerelle est 000, ce qui signifie que le paquet est envoyé localement sur l'interface VMnet 1. Donc voilà ce qu'il en est. Donc j'étais ici. Le paquet est envoyé sur l'interface VMnet 1. Donc ces paquets-ci, ces broadcasts, cette diffusion en broadcast va donc permettre d'envoyer un paquet à tous les autres du réseau local. Donc, mais tous les autres du réseau local, mais non spécifiques à un sous-réseau, quoi. Tous les autres. Donc, voilà un peu ce qu'il fallait dire concernant les différentes routes de notre table de routage.
C'est pareil si on se rend sur le serveur membre et on va ici sur itinéraire statique, on fait un bouton droit, afficher la table de routage IP, j'agrandis ça. Donc là aussi, on a sensiblement les mêmes informations. Dans la 000, dans la destination 000, et on a également le masque de sous-réseau avec la passerelle. Donc, s'il faut également procéder à l'analyse de cette table de routage, donc cette entrée-ci représente la route par défaut. Donc la 000 ici, c'est la route par défaut. Donc cela signifie que tous les paquets ici qui n'auront pas de correspondance dans la table de routage, donc les paquets à destination d'un réseau inconnu, seront envoyés à la passerelle 192.168.100.1 via l'interface VMnet 1. Donc c'est ce que cette route-là signifie de façon explicite. Donc, quand on a une destination en 000, ça veut dire que les paquets qui n'ont pas de correspondance, donc qui n'ont pas d'entrée dans la table de routage, seront envoyés via la passerelle qui est mentionnée là, la 192.168.100.1, en passant par l'interface VMnet 1. Nous avons la deuxième route également qui est presque similaire. Mais là, nous avons ici, donc en fait, si je prends d'abord la première route ici, on nous dit que les paquets vers les réseaux inconnus seront envoyés via cette passerelle-ci. Je vais revenir sur le schéma. Seront envoyés sur la VMnet 1. La VMnet 1, attention, je vais regarder, je vérifie. On a la VMnet 1 ici. Donc, ça veut dire que sur ce schéma, oui, c'est la VMnet 1. Tous les paquets inconnus en direction, tous les paquets dont la direction, dont l'itinéraire n'est pas renseigné dans la table de routage seront envoyés à la VMnet 1. Maintenant, on a aussi la seconde table de routage, la seconde route, pardon, la seconde route ici, 00000, avec la passerelle en 10.0.0.1. Donc, cela veut simplement dire que tous les paquets qui n'ont pas de correspondant dans la table de routage seront envoyés à la passerelle 10.0.0.1 via l'interface qu'on a appelée ici Internet. Donc, c'est pour cette raison que quand on a envoyé les paquets, quand on a envoyé une requête vers, dans notre cas ici, si je reviens, quand on a envoyé une requête du serveur membre vers le client 2, et étant donné qu'on n'avait pas encore de route et que par défaut il y avait une route qui signifiait que si les paquets sont envoyés, si on a des paquets qui n'ont pas de correspondance dans la table de routage, ces paquets-là peuvent être envoyés par la passerelle, par la VMnet 1. On a aussi une autre règle, une autre route qui signifie que ces paquets-là peuvent également être envoyés via l'interface NAT. Donc, on a ces deux cas de figure-là, ce qui fait que le choix, finalement, quand on regarde bien, ici, non, je reviens sur le serveur membre, voilà. Voilà ce qui explique même pour quelle raison le choix a été opéré vers la 10.0.0.1 initialement. Puisque sur la VMnet 1, sur le serveur membre, on n'avait pas renseigné cette route-ci pour indiquer que dès lors que dès que les paquets arrivent sur l'interface VMnet 1, ces paquets-là sont acheminés. Disons, dès que des paquets qui sont en destination d'un réseau qui n'ont pas été
qui n'ont pas été renseignés explicitement. Ces paquets-là vont être envoyés via l'interface VMnet 1. Mais comme on a aussi une même route qui indique que si on a des paquets qui n'ont pas de correspondant dans la table de routage, ces paquets-là euh, vont être envoyés à la passerelle qui est via l'interface à la passerelle 10.0.0.1 via l'interface Internet. Maintenant, ce qui se passe, c'est que, étant donné qu'on a ces deux routes-ci par défaut, avec des valeurs de métrique, la valeur de la métrique de la deuxième route est plus faible que la valeur de la métrique de la première route. C'est donc pour cette raison que la route-ci a été prioritaire à celle-ci. Donc, quand on a effectué un ping, si on revient sur le schéma, quand on a effectué un ping du serveur membre vers le client 2, étant donné que la route qui va vers Internet avait une valeur de métrique inférieure, puisqu'on n'avait pas renseigné explicitement une route pour décrire l'itinéraire des paquets, pour décrire la destination, le chemin que doit suivre la destination des paquets vers le réseau 200.0. Le choix a été naturellement opéré vers le réseau qui va vers Internet, étant donné la valeur de métrique faible. C'est pour cette raison que le ping ne passait pas. Mais dès lors qu'on a inscrit une route pour dire que chaque fois que les paquets sont reçus vers le réseau, les paquets sont envoyés vers le réseau 200.0, ces paquets-là doivent passer par l'interface VMnet 1 de notre DC. Et à partir de là, le problème a été résolu. Donc, si on continue, nous avons également une troisième route ici. La troisième route indique que pour aller à la destination 10.0.0.0, donc quand on voit 10.0.0.0, c'est déjà le chemin qui nous mène vers Internet. Parce que comme j'avais dit, il y a une box ici. Et cette box-là nous donne des IP via le DHCP. Cette box elle-même a une IP privée qui est de classe A dans notre cas ici, qui a donné une IP au serveur membre. Donc on nous dit ici que si on a l'intention d'aller vers le réseau, non, ça c'est le serveur de DC. Si on a l'intention d'aller vers le réseau 10.0.0.0, ça c'est les routes qui existent dès lors qu'on a activé le protocole, la fonction, dès qu'on a activé le service de routage sur notre serveur membre. Donc cette route-ci indique que si on veut aller vers le réseau 10.0.0.0, on doit, bon, il n'y a pas de passerelle ici, on va passer par l'interface Internet. Et c'est tout à fait logique parce que si je reviens sur le schéma ici, si je veux aller vers ce réseau-ci en 10.0.0, c'est le réseau entre cette interface NAT et l'interface de la box de notre FAI. Notre box ici qui doit avoir deux interfaces, une interface vers le serveur membre et une interface vers Internet. Donc si on veut aller vers la box, on aura donc, c'est naturellement l'interface qu'on a appelée Internet dans notre cas, qui va transférer la requête vers le réseau 10.0.0.0. Donc je reviens sur le schéma ici. Ensuite, on a le réseau 10.0.0.46. 10.0.0.46, si on revient ici dans les propriétés Internet, statut, c'est l'adresse IP de notre interface Internet qui a été attribuée par le DHCP. Donc là, il n'y a pas de passerelle, pas besoin de passerelle. On passe naturellement par l'interface Internet pour arriver à ce réseau-là. Donc c'est en quelque sorte une communication en interne. La 10.200.0.0.255, donc là, aussi, là également, on passe par l'interface Internet. C'est en quelque sorte le broadcast en interne. On a la 127.0.0.0, ça c'est le bouclage, l'adresse de bouclage, comme on l'a vu sur le DC, pareil avec la 001. Donc c'est pour tester le fonctionnement du réseau interne sans avoir besoin d'initier des paquets à l'extérieur, d'envoyer des paquets à l'extérieur. Maintenant, si on veut communiquer avec le réseau en 192.168.100.0, on n'a pas besoin de passerelle, on va passer par la VMnet 1. Donc ça c'est l'interface, le réseau c'est dans l'interface VMnet 1 de notre serveur membre.
Le réseau 192.100.2, on passe par la VMnet 1, c'est également dans l'interface de l'interface VMnet 1 de notre serveur membre. Pareil avec cet IP qui va permettre de diffuser des broadcasts sur l'interface VMnet 1. Maintenant, le réseau en 192.168.200.0, ça c'est la route que nous avions explicitement renseignée, qui a permis donc au serveur membre de pouvoir communiquer avec le client 2. Voilà. Donc cette route-ci indique clairement que si on veut aller au réseau 200.0, avec le masque en 3x255.0, on va passer par la passerelle en 100.1 qui est la VMnet 1, l'interface VMnet 1. Donc la valeur de la métrique est à 281. Donc c'est même mentionné là le type de protocole qui indique ici généralement si c'est une route statique ou alors une route locale ou encore une route dynamique. Nous avons la 224.0.0 qui est utilisée pour envoyer du multicast. Donc c'est cette adresse IP multicast qui est utilisé très souvent pour envoyer des paquets à plusieurs hôtes, comme on l'avait dit précédemment. Donc ça, si on veut envoyer des paquets à plusieurs hôtes, on va passer par l'interface Internet. On n'a pas besoin de passerelle. Si on va envoyer la diffusion, le broadcast à tous les interfaces du réseau, disons, si on va envoyer le broadcast des paquets à tous les autres du réseau local, on va passer par l'interface Internet. Donc voilà un peu comment on peut analyser, comme on a demandé ici, voilà comment on peut analyser, expliquer, afficher et expliquer les tables de routage dans les deux routeurs. Maintenant, le test avec le ping avec les autres et remplir le tableau par oui ou non. Donc, entre Windows, donc ici ce n'est pas Windows 101, on doit mettre client 1. Client 1 ici, client 2 là-bas. Pareil ici, client 1. Et là, client 2. Donc, on nous indique entre le client 1 et le client 1, bon, c'est le ping envers lui-même, ça passe. Donc, ça renvoie à ce qu'on avait appelé le loopback. Entre le client 2 et le client 1, oui, ça passe. Entre le DC et le client 1, oui. Donc, on renseigne oui pour indiquer que le ping passe. Le serveur membre et le client, bref, ça passe partout. Hein. On avait déjà testé. Je mets oui partout. Donc là, je peux un tout petit peu s'ancrer les éléments. Voilà. Ah non, c'est pas encore ça. Je vais s'ancrer. OK. Donc, on avait déjà fait cela. Donc, voilà pour l'étape 2. Voilà ce qu'il fallait faire concrètement. On va donc poursuivre avec la troisième étape dans la prochaine vidéo.